Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière émission de ce mois d'Octobre Rose. Nous avons évoqué le dépistage, les traitements, l'après-cancer et aujourd'hui, nous nous posons la question de la chronicité du cancer du sein. Pour m'accompagner, comme d'habitude, Valéane Monio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patiente partenaire à Bergonié, diplômée dans l'accompagnement des patients. Pour répondre à la question, donc, le cancer est-il une maladie chronique? Je vous remercie, mesdames, d'être présentes autour de ce plateau. Laura Salabert, vous êtes oncologue médicale et Marion Barrault, vous êtes psychologue. Alors, docteur Salabert, qu'est-ce qu'un cancer du sein métastatique pour que l'on comprenne déjà tout de suite la définition de ce terme? Un cancer du sein métastatique, c'est un cancer du sein qui a su envoyer des cellules cancéreuses dans d'autres organes, c'est-à-dire qu'on retrouve des boules de cellules cancéreuses dans d'autres organes, par exemple les ganglions, les os, les poumons. C'est des cellules qui viennent du cancer du sein, qui a soit été traité plusieurs années avant, des fois on diagnostique aussi sous des métastases en même temps que le cancer du sein. On parle alors de maladie chronique parce que l'objectif des traitements proposés va être de contenir l'évolution de la maladie le plus longtemps possible, de pallier aux symptômes qui sont provoqués des fois par cette maladie métastatique, mais également de prendre en charge la patiente dans sa globalité. En fait, quand une maladie est métastatique, dans la plupart des cas, on ne pourra pas complètement éradiquer les cellules cancéreuses. D'où voilà, le terme de maladie chronique et de traitement chronique. Est-ce que du coup on peut vivre normalement? C'est une question complexe parce que la normalité déjà qui est subjective à une personne, Bien sûr, parce que bien la sûr. normalité, cette normalité elle est souvent déjà rompue au moment du diagnostic de métastase de cancer du sein, d'autant plus que des fois, comme je vous disais, les métastases sont symptomatiques et ça favorise cette rupture de normalité. Ouais. Le but des traitements effectivement va être d'essayer de faire que la patiente vive la vie la plus normale possible, ou en tout cas d'obtenir une qualité de vie satisfaisante, et on va l'aider pour ça. D'accord, mais donc le traitement qu'elle prend ne l'empêche pas En tout cas, on de essaye, vivre, voilà, qu'il y a des effets secondaires, voilà, mais on activité. essaye de faire qu'elle retrouve une vie, voilà, normale, que ça soit sociale, professionnelle, personnelle, et de reconstruire une nouvelle vie normale, parce que souvent, en fait, c'est plutôt reconstruire une normalité pour elle. Et justement, quels sont les traitements qui sont proposés dans le cas d'un cancer métastatique? Alors, je citerai deux grandes catégories de traitements, les traitements médicamenteux systémiques et les traitements focaux. Les traitements médicamenteux systémiques sont la catégorie la plus prépondérante, puisqu'effectivement, donc, vu que la maladie a diffusé dans d'autres organes, les traitements qui vont agir partout sur les autres organes et sur les potentielles cellules circulantes, parce que pour avoir su diffuser, il y a des cellules tumorales circulantes, les seuls traitements qui peuvent agir partout, c'est les médicaments qui vont diffuser partout. Il y a plusieurs types de traitements dans la prise en charge des cancers du sein. Pour choisir le bon traitement, on s'aide d'une sorte de carte d'identité de la cellule cancéreuse, c'est-à-dire on va analyser la cellule tumorale suite à un prélèvement, soit d'une métastase, soit de la tumeur primaire. On recherche principalement 3 types de récepteurs, 2 qui sont des récepteurs aux hormones, œstrogènes et progestérone, et un 3e récepteur qui s'appelle HER2. Si ces récepteurs sont positifs, ça va nous guider dans les traitements. Si les récepteurs hormonaux sont positifs, ça veut dire que les cellules, elles se nourrissent d'hormones produites par l'organisme pour proliférer. Et donc, l'hormonothérapie, qui porte pas très bien son nom, va plutôt viser à stopper la production d'hormones par l'organisme pour empêcher de nourrir les cellules cancéreuses. Donc là, on proposerait plutôt une hormonothérapie en cas de récepteurs hormonaux positifs, qu'on associe maintenant à des thérapies ciblées, qui sont des inhibiteurs de la réplication de la cellule et qui vont potentialiser l'efficacité de l'hormonothérapie. Si le récepteur HER2, donc le 3e récepteur, est positif, on propose une sorte de vaccin protéine qui cible ce récepteur, qui va se fixer sur ces récepteurs pour empêcher, pareil, qu'il y ait tout un tas de protéines qui viennent nourrir ce récepteur et favoriser la prolifération de la cellule. Un traitement très fréquent ciblé contre ce récepteur, c'est l'Herceptine ou trastuzumab, qu'on associe volontiers par contre à de la chimiothérapie, au moins initialement. Si les 3 récepteurs sont négatifs, on s'oriente plutôt vers de la chimiothérapie puisqu'on ne peut pas utiliser une des 2 autres voies de nutrition des cellules cancéreuses. Un autre traitement médicamenteux important, qui n'est pas vraiment un traitement anticancéreux, mais qui pour moi me semble assez important, un cancer du sein métastatique est souvent métastatique au niveau osseux, notamment quand les récepteurs aux hormones sont positifs. Et donc on utilise fréquemment un traitement qui vise à renforcer les os,
pour éviter tout ce qu'on appelle les événements osseux à type de douleur ou de fracture. Donc ça, c'est un traitement qui me semble assez primordial et qu'on met en route en cas de diagnostic de métastase osseuse. Concernant l'autre catégorie de traitements dont je vous ai parlé initialement, les traitements focaux, eux, ils visent plus à traiter une métastase, ou du moins à traiter les symptômes induits par une métastase, principalement la douleur. Je reparle encore de la douleur. Il y a plusieurs types de traitements focaux. Il y a la radiothérapie. La radiologie interventionnelle, ça c'est des techniques sous scanner, les radiologues qui vont griller par le chaud ou par le froid une métastase. Et après, il y a des fois certaines chirurgies qui sont possibles de métastase. Voilà. Et du coup, ça permet d'enchaîner sur les nouveaux traitements. Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements et plus particulièrement, est-ce que vous pouvez parler de la recherche clinique ? Alors, oui, il y a des nouveaux traitements. Heureusement, il y a plusieurs voies de recherche dans la prise en charge des cancers, dont les cancers du sein, qui sont des cancers très fréquents. Rien que cette année, on a 2 nouvelles molécules qui sont disponibles contre le récepteur HER2. Donc ça, c'est une belle avancée. Voilà. La recherche clinique, justement, vise à valider ces nouveaux traitements. C'est-à-dire que quand une molécule paraît intéressante sur des phases précliniques, voilà, on fait des essais cliniques chez de nombreuses patientes pour valider cette nouvelle molécule, voir son efficacité. Est-ce qu'elle est plus efficace que le traitement qu'on connaît déjà ou pas ? Qu'est-ce qu'elle apporte en plus ? Et surtout vérifier aussi sa tolérance et les effets secondaires potentiels. Dans le cadre de sa prise en charge, une patiente peut tout à fait participer à un essai clinique. Si elle le fait, c'est de manière libre. On n'obligera jamais une patiente à participer à un essai clinique. Et surtout, on recueille ce qu'on appelle son consentement éclairé, c'est-à-dire que le médecin oncologue qui prend en charge la patiente lui explique quels sont les bénéfices attendus de cette nouvelle molécule, quels sont les effets secondaires attendus aussi, quelles sont les contraintes de l'essai clinique, parce que souvent les essais cliniques nécessitent une venue plus régulière à l'hôpital, ça il faut le savoir, pour une surveillance un peu plus rapprochée. Et voilà, ici la patiente... J'imagine que vous avez quand même des patientes facilement qui sont volontaires sur des... Oui, généralement, ouais, exactement, ouais, parce que ça apporte aussi une cartouche thérapeutique en plus, potentiellement. Donc voilà. Alors on va s'intéresser, docteur Barraud, à votre activité, votre accompagnement. Comment faites-vous pour être auprès de ces patients, de ces malades d'un cancer métastatique ? L'enjeu, finalement, de l'accompagnement des personnes dans ces situations-là, c'est de pouvoir permettre l'accès à l'ensemble du panel de soins oncologiques de support. On sait que plus précocement ce type de soins sont proposés, meilleure va être la qualité de vie, et ainsi qu'on a des essais qui montrent clairement que ça a même une incidence sur la durée de vie, sur l'espérance de vie. Donc il y a vraiment l'idée de promouvoir une prise en charge centrée sur la personne, de permettre l'accès du coup à un accompagnement psychologique, social, des aidants, enfin bref, tout ce qui peut permettre de soutenir l'autonomie de la personne, de lui permettre d'avoir des choix. Donc les programmes d'éducation thérapeutique sont typiquement des programmes qui permettent de soutenir le développement des compétences de l'individu, de connaître mieux les traitements, mieux appréhender par exemple la gestion de la douleur, et aussi soutenir les aidants qui forcément sont impactés tout au long du processus de la maladie, quel que soit de toute façon le stade de la maladie. Donc cette préoccupation d'un accompagnement global, elle est extrêmement diversifiée en fonction des besoins de l'individu. On essaie vraiment de construire quelque chose qui prend aussi en compte les connaissances, les ressources, et de soutenir les ressources qui sont déjà existantes. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir appréhender cette question de l'incertitude. On a une maladie chronique dont on ignore la durée. Donc ça, c'est un enjeu, c'est un défi psychologique en matière d'adaptation. Donc maintenant, les études montrent que l'accès à des interventions non médicamenteuses est fortement sollicité par les patients. On a des données vraiment empiriques solides qui montrent les bénéfices que ça a de pouvoir utiliser des approches notamment basées sur la pleine conscience. On a vraiment un intérêt sur le fait de... la méditation, la oui, ces approches. L'hypnose ou ce genre d'approche. Alors ça, c'est des approches du coup psychocorporelles. Ouais. On a des données, on va dire, plus ou moins solides en fonction des approches. L'enjeu, c'est de permettre de utiliser, être vraiment pleinement présent à l'expérience quotidienne et de ne pas être contaminé par les ruminations anxieuses, l'anticipation de comment la maladie peut évoluer, parce qu'on sait que très clairement,
ça coupe la personne de ce qu'elle est en train de vivre. Du coup, être sans arrêt en train de penser à demain, ce sur quoi on n'a pas de prise, est très anxiogène, évidemment. Et aussi, on sait qu'à terme, génère des troubles émotionnels durables et du coup, rajoute encore un fardeau dans la prise en charge de la maladie. Alors dans la maladie, et quand elle avance et que on peut craindre aussi quand on est un patient que sa fin de vie finalement soit difficile et donc à ce moment-là, il y a des demandes qui sont faites aux médecins pour ce moment-là, pour que finalement ils se sentent partir quand ils ont envie que ça se passe. Alors, j'imagine que là, vous faites référence aux directives anticipées. Les directives anticipées, c'est de permettre de faire entendre sa voix quand on ne sera plus en capacité de la donner. Le recueil des directives anticipées, c'est une démarche qui peut se faire à n'importe quel moment de la vie et à n'importe quel moment de la maladie. Effectivement, quand la maladie progresse, ça peut être l'occasion d'ouvrir un dialogue avec l'équipe soignante, avec aussi la famille, sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et qu'on fasse savoir le fait qu'on a émis des souhaits sur sa fin de vie, ce qui aussi peut permettre, même si c'est évidemment des discussions qui sont difficiles, mais qui en même temps peuvent être très soulageantes pour la personne de s'être entendue déresponsabiliser aussi sa famille sur les choix. Est-ce qu'à un moment donné, si le patient n'y vient pas, est-ce que vous l'amenez un petit peu à lui poser cette question-là ou c'est compliqué? Alors, c'est toujours une évaluation pluridisciplinaire autour du projet de soins. Il y a des personnes pour qui, petit à petit, ça va pouvoir être évoqué. Il y en a pour qui ça ne sera jamais vraiment possible. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs à travailler ensemble avec une lecture différente de la situation de la malade. Et du coup, après, est-ce que ce soit avec un oncologue ou un psychologue, est-ce que les patientes ont le choix est-ce qu'elles peuvent donner leur avis sur leur prise en charge, sur leur traitement? Oui, bien sûr. Bien sûr. À chaque moment où on propose un nouveau traitement, au moment du diagnostic de métastase ou en cas de progression des métastases sous le traitement actuel, déjà en tant qu'oncologue, on pèse un peu la balance bénéfice-effet secondaire en tenant compte aussi de l'état général du patient, parce que des fois on peut être plus délétère avec nos traitements que bénéfiques. Et dans tous les cas, voilà, on en parle au patient et si le patient ne souhaite pas suivre de traitement, on n'oblige rien. Oui, bien entendu, c'est une discussion. Après, voilà, si on pense qu'un traitement a un réel intérêt pour la patiente, c'est pas qu'on insiste, mais voilà, on essaye quand même de le motiver. Oui. Mais voilà, évidemment, on n'oblige jamais un patient ou une patiente à faire un traitement. Et après, elles peuvent peut-être échanger. Du coup, on peut être amené à nous rencontrer les personnes qui seraient dans des situations de refus de soins pour essayer de comprendre ce qui ne veut pas dire obligé. Mais en tout cas, parfois, il y a une maladie psychiatrique ou il y a des problèmes de compréhension. Il y a les représentations autour des médicaments aussi qui vont évidemment influer sur le choix. Donc ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large de la situation et qu'on s'ajuste de façon collégiale. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette dernière émission des programmes que vous pouvez regarder et re-regarder sur le site de sudouest.fr.